Bonjour à tous et bienvenue. Laurence Roued, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'urbanisme et au foncier, première adjointe à Libourne et également présidente du conseil d'administration de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, qui est au cœur de la table ronde que nous allons avoir aujourd'hui. Et avant de rentrer dans l'état des débats, je voulais d'abord saluer et remercier Gérard César, monsieur le sénateur, et le président de l'AMG 33. Et je vais tout de suite lui donner la parole dans la mesure où nous venons de signer une convention importante entre l'établissement public foncier et l'association des maires de Gironde pour construire ensemble un accompagnement encore privilégié auprès des collectivités, des communes, des EPCI, en particulier sur la question de l'aménagement du territoire. Donc, cher Président, merci. Merci Madame la Présidente. Par rapport à vos propos, nous avons signé il y a quelques instants une convention au titre de l'Association des maires de la Gironde. Et j'espère que très bientôt, nous pourrons signer une convention au titre de la Nouvelle-Aquitaine. Et je voudrais saluer bien sûr la présidente Laurence Roued, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, le directeur général, Philippe Graal, qui est également là avec ses adjoints qui sont présents. C'est un outil important pour le développement local. Et le rôle de l'EPF, nous l'avons décliné dans de nombreuses réunions au titre des intercos, au titre des comités d'agglomération. Et ce rôle est fondamental aujourd'hui et nous tenons à le souligner. L'expérience qu'ils ont acquise en Charente-Poitou, aujourd'hui, ils les mettent à disposition de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour moi, ça me paraît être une bonne chose. Voilà, merci. Bonne table ronde. Mais je rejoins GEMAPI parce qu'il y a plusieurs tables rondes en ce moment. Et il faut être partout. Merci et puis bon colloque. Merci. Donc, merci, Gérard. Donc on va commencer plus concrètement cette table ronde. On aura évidemment un temps de questions-réponses, bien entendu, si vous le souhaitez, si vous voulez approfondir. Il y a également, bien entendu, le stand de l'établissement public foncier qui est là, avec son équipe qui est à votre disposition pour approfondir les sujets si nécessaire. Donc au-delà de Gérard César, bien entendu, je voulais remercier les élus qui sont à mes côtés aujourd'hui pour vous parler, ainsi que nos témoins. Donc Michel Gourinchat, le maire de Cognac, qui nous expliquera en quoi finalement l'établissement public foncier, à l'origine Poitou-Charentes, a pu déjà accompagner sa collectivité. Daniel Binquet, le maire de Marmande et président de l'agglo Val-de-Garonne, nous rejoindra. Il est sur la table ronde GEMAPI, nous rejoindra également pour témoigner. Guillaume Guérin, conseiller régional et premier adjoint au maire de Limoges, nous rejoindra également. Je salue Jacques Jouly, qui est vice-président de la communauté de communes de Xaintry-Val d'Ordogne, qui est adjoint au maire d'Argentat-sur-Dordogne et qui nous apportera aussi son témoignage. Christian Bornenave, qui est vice-président de l'agglo bergeracoise et adjoint au maire de Bergerac. J'excuse Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême et conseiller régional qui devait nous rejoindre mais qui ne pourra pas être là finalement aujourd'hui. Et puis remercier également deux intervenants qui viendront nourrir nos débats et notre présentation ce matin. Thierry Fourès, qui est responsable du fonds d'investissement immobilier Vastned, et Pascal Madry, le directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est à la fois de vous présenter l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, pour ceux qui voudraient en savoir plus et savoir comment bénéficier de cet outil qui est nouveau en Gironde et qui est nouveau sur un certain nombre de départements et de territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et puis aussi, bien entendu, susciter le débat et susciter des témoignages autour de ce qui est un vrai sujet et qui est un sujet communément partagé sur la question de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, sur la question de la dynamique des territoires, sur la question de comment une collectivité, et quelle que soit sa taille, et finalement qu'elle soit d'une taille importante ou au sein d'une agglo, ou qu'elle soit dans un secteur
plus rurale, une collectivité peut aussi, avec des outils extérieurs, prendre en main son destin, porter un projet municipal ou un projet communautaire pour finalement réussir à faire émerger des projets, et en quoi la question foncière, qui est une question à la fois technique et prioritaire dans le sens sur un projet quel qu'il soit, elle est souvent la première question qui se pose. Comment maîtriser le foncier, comment analyser le foncier, comment savoir où on doit investir, où une collectivité doit faire porter ses efforts ou pas, comment être attractif. Eh bien, souvent la question foncière est la priorité, la première des questions qui se posent. Et c'est en cela qu'un établissement public foncier tel celui de Nouvelle-Aquitaine apporte un intérêt, et à la fois son expertise et sa capacité d'agir pour le compte des mairies et des intercommunalités. Et donc, au-delà de la question des apports de l'établissement public foncier, on souhaiterait également susciter le débat sur, de façon générale, comment maintenant, à la fois dans un contexte où les ressources finalement doivent être travaillées et dépensées avec mesure, on peut quand même être en capacité d'agir et d'intervenir sur l'aménagement du territoire à l'échelle de sa collectivité et de son bassin de vie. Donc voilà les sujets qui nous rassembleront aujourd'hui, et en sachant que l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est donc nouveau d'une certaine façon en Gironde. Il était né en Poitou-Charentes et il va fêter maintenant ses 10 ans, donc ça fait 10 ans qu'il y a un savoir-faire reconnu sur cette EPF en Poitou-Charentes, et il a été étendu à l'ensemble des territoires qui ne disposaient pas d'établissements publics fonciers, ce qui me permet de saluer notamment dans la salle les représentants d'un des établissements publics fonciers locaux qui couvrent le territoire de la Nouvelle-Aquitaine avec l'EPFL Pays Basque, puisque cette EPF Nouvelle-Aquitaine couvre les territoires où il n'y a pas d'EPF local, c'est-à-dire on ne couvre pas les Landes, on ne couvre pas les Pyrénées-Atlantiques qui disposent de 2 EPF, Béarn et Pays Basque, et on ne couvre pas non plus l'agglomération d'Agen qui dispose de son propre établissement public foncier. L'objectif était vraiment de pouvoir étendre le savoir-faire et les capacités de l'EPF d'État Poitou-Charentes aux territoires et aux collectivités qui n'en disposaient pas jusqu'à présent. Cet établissement public foncier, je le disais, c'est à la fois une équipe, et j'en salue ici le directeur général Philippe Graal, une équipe qui est maintenant dimensionnée à l'échelle des 10 départements qui sont nos départements d'intervention. Et c'est également un budget qui est assez conséquent et qui va nous permettre chaque année de mettre en engagement d'action foncière entre 55 et 70 millions d'euros par an, qui seront directement utilisés pour du portage foncier et des actions foncières, et que donc, par définition, les communes et les intercommunalités n'auront pas besoin de sortir de leur propre budget. Parce que c'est un des premiers apports de l'EPF, c'est de pouvoir faire ce portage sur du foncier, sur des actions foncières, et donc externaliser ce coût en réalité, le temps du portage bien entendu, externaliser ce coût pour le compte des collectivités, c'est un des premiers avantages. L'autre avantage, c'est de bénéficier d'une équipe d'experts, une équipe d'experts qui est pluridisciplinaire et dont le métier, c'est justement l'analyse foncière, la veille foncière, la capacité à négocier et finalement cette capacité à faire du portage et parfois même évidemment à mener des études et à mener aussi directement des travaux de dépollution, de déconstruction, c'est-à-dire apporter cette capacité d'ingénierie également aux collectivités qui ont rarement, et y compris les plus grandes intercommunalités, qui ont rarement cette puissance d'ingénierie en interne. Le principe, et j'y tiens beaucoup, c'est vraiment de dire que cet établissement public foncier, c'est un outil qui est à la disposition des maires, ce sont bien les élus qui sont les donneurs d'ordre, et cet outil, il intervient dans le cadre des projets des communes et des intercommunalités. Il ne s'agit pas pour un établissement public foncier de venir intervenir là où il le souhaite, comme il le souhaite, et voilà, il mène une action, il négocie avec des investisseurs, et puis il se passe quelque chose de non maîtrisé par la commune.
Ce n'est pas du tout le principe. Le principe de l'EPF, c'est vraiment d'agir pour la collectivité, agir pour le compte de la collectivité. Et donc, ça se passe par le biais de conventions, des conventions cadres, des conventions d'objectifs, des conventions opérationnelles qui font que sur chaque opération, de façon très précise, l'engagement, c'est bien celui de la commune. Le plus souvent, et c'est ce que l'on souhaite en convention tripartite avec les intercommunalités, parce que ça permet aussi à chacun de respecter, bien entendu, ses compétences, et d'être vraiment dans cette situation où on est un outil, une force de frappe, une force d'expertise et d'acquisition et de portage foncier complètement intégré dans un projet. D'où l'importance également de faire intervenir l'établissement public foncier le plus possible en amont. C'est-à-dire que s'appuyer sur cette capacité d'expertise pour finalement réfléchir à sa stratégie foncière. Voilà. Ça peut aussi être, enfin le plus on intervient en amont, le plus les équipes de l'EPF interviennent en amont, le mieux c'est pour justement précisément être dans le bon projet, puisque chaque fois que l'on entre dans un projet, notre première volonté, c'est de réfléchir à la sortie du projet. Et c'est en ça aussi que c'est important. Et c'est pour ça que les conventions que l'on passe avec les collectivités sont des conventions qui ont une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça dépend évidemment de l'objectif qui est porté. Et elles ont un engagement financier aussi qui est bien entendu proportionnel à ce que la collectivité veut y mettre et à la nature des projets. Donc là également, on est dans une situation et un dialogue, une co-construction entre le maire et l'EPF. Et ensuite, évidemment, ces conventions sont validées par le bureau ou conseil d'administration de l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Je le disais, 10 ans de savoir-faire déjà en Poitou-Charentes qui s'étendent à la Nouvelle-Aquitaine, à 10 départements, et qui s'étendent sur des savoir-faire qui sont et sur les niveaux d'intervention qui sont ceux de l'EPF, à savoir le logement, bien entendu, le développement économique, l'aménagement durable. Il peut y avoir des sujets d'intervention dans des communes extrêmement modestes, de taille extrêmement modeste, où on intervient sur un seul bâtiment, un seul îlot, une toute petite structure, où il est parfois même intéressant pour le maire d'externaliser la négociation, c'est-à-dire que c'est l'EPF qui négocie avec le propriétaire et pas le maire lui-même, ou au contraire, dans des très grandes collectivités, et bien entendu dans notre champ d'intervention, on a la métropole, de pouvoir intervenir aussi sur des grands projets d'aménagement quand ils sont soit en bord aux alentours de la gare, sur des zones d'activité économique, sur de la revitalisation commerciale. Donc voilà aussi quelle est la nature des interventions qui sont portées par l'EPF, l'habitat, le développement économique, l'aménagement durable, la revitalisation des centres-bourgs. Voilà pour vous dire en gros avec un panel assez rapide de comment intervient l'EPF avec, je vous disais, cet objectif finalement de portage foncier et de sortie d'un projet municipal. Voilà. J'en dirai pas plus, on pourra après réintervenir au fur et à mesure. Je pense que c'est important de passer à des exemples concrets et notamment à des témoignages de maires qui sont déjà sous convention et qui ont même déjà mené des opérations. Hein, pour ceux qui avaient cette possibilité-là du temps de l'ex-territoire Poitou-Charentes, et même de montrer qu'on est d'ores et déjà en capacité d'intervention et en capacité d'action sur les nouveaux territoires, c'est-à-dire les 3 départements du Limousin, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, sauf l'agglo d'Agen. Et on a déjà signé un certain nombre de conventions cadres et opérationnelles avec beaucoup de collectivités de ces nouveaux territoires également. Et souligner encore une fois l'importance que nous avons à créer des partenariats comme on l'a fait aujourd'hui et à l'instant même avec Gérard César en signant cette convention avec l'AMG, puisque chaque fois l'objectif c'est finalement d'être plus forts ensemble et d'être tous les acteurs autour de l'aménagement du territoire et autour du conseil et de l'expertise auprès des élus en capacité d'intervention et de synergie. Voilà.
Merci, Présidente. Monsieur Michel Gourinchas, maire de Cognac, vous avez été administrateur de l'EPF depuis quelques années aussi, lors de votre mandat régional jusqu'en 2015. Est-ce que vous pouvez peut-être illustrer concrètement ce que vous avez pu attendre de l'EPF et où est-ce qu'on en est dans les travaux, tant sur le centre-ville, vous l'avez compris un peu aujourd'hui, hein, l'idée c'est d'essayer de réfléchir un peu sur les projets urbains des villes. Alors on le verra de toute taille, mais y compris en termes de restructuration de friches, puisqu'il y a eu quelques sujets assez importants à Cognac. Alors, la première chose que je souhaitais dire, et j'espère que je vais retrouver Gérard César quelque part, c'est qu'on était bien Poitou-Charentes et pas Charentes-Poitou. Voilà. Mais c'est vrai que vu de la Gironde, c'est un tout petit peu loin. Et ceci dit, moi, je suis très heureux de me retrouver dans la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça, c'était pour la plaisanterie. Après, le deuxième point, c'est que il y a eu une histoire d'amour entre l'EPF et la ville de Cognac. Je crois que les choses se font des fois par la rencontre de personnes et la découverte d'une ville ou d'un territoire. Et c'est vrai que quand Philippe Graal est devenu directeur de l'EPF de Poitou-Charentes, il a pris son bateau en pèlerin et il a fait le tour des communes et qu'on a rapidement sympathisé. Bon, voilà, c'est la vie des individus. Puis aussi, je crois qu'il a apprécié les atouts de la ville et vu aussi tout ce qui nous manquait et il a compris les difficultés qui étaient les nôtres. La ville de Cognac, même si le nom brille dans le monde entier, on est une ville plutôt pauvre. On est en alerte DGFiP, pour votre info. Alors, bien sûr, on a la chance d'être dans un territoire, d'un point de vue économique, très riche. Mais comme l'impôt économique va à la communauté de communes et maintenant à l'agglo, la ville fait avec ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'on est éligible à la dotation de solidarité urbaine, ce qui montre que quelque part, les choses ne sont pas simples. Et elles ne sont pas simples pour les finances de la ville. On a eu la chance, c'est vrai, de rencontrer l'EPF sur des projets de revitalisation de centre-ville, mais je vais y revenir, puisqu'on est dans le dispositif de cœur de ville, comme Libourne et comme d'autres villes. Et puis aussi, on avait l'hôpital de Cognac qui avait décidé de déménager pour aller s'installer à côté de la clinique. Et du coup, il y avait une friche qui appartenait à l'hôpital, mais une friche qu'on ne pouvait pas laisser telle qu'elle, dans la mesure où cela aurait posé un problème d'aménagement ou de non-aménagement d'un territoire sur une zone qui était relativement importante. Et par l'achat par l'EPF de cette friche, on a un projet. Déjà, l'hôtel de communauté de communes s'est installé là. Il doit y avoir un foyer des jeunes travailleurs qui va s'y installer, du logement social dans un premier temps, une maison des associations, et puis peut-être des services, pourquoi pas une maison médicale, enfin on a quelques idées, et puis aussi derrière un écoquartier, si tant est que ce mot ait encore du sens, ou selon le sens qu'on veut bien lui donner, et en tous les cas de l'habitat qui permette aux gens qui s'installent à Cognac d'avoir quelque chose d'un peu sympa ou, comme j'ai coutume de dire, un peu sexy. Voilà. Donc il y a cet élément qui était déterminant. Et puis il y a le centre-ville, effectivement. La chance que porte l'EPF pour une ville comme nous, c'est par exemple le droit de préemption. Nous, on n'a pas les moyens de préempter les bâtiments en centre-ville. Notre niveau d'investissement est tel qu'il suffit à peu près pour maintenir en santé les bâtiments communaux et de faire la voirie obligatoire qu'il convient de faire. Donc voilà. Et donc par le biais du droit de préemption, ça permet d'avoir une maîtrise foncière sur le centre-ville et qui est a posteriori extrêmement importante, puisque avec le dispositif Cœur de Ville, aujourd'hui, on voit bien que s'il y a une opportunité, c'est aussi parce qu'on est en capacité de maîtriser ou d'empêcher de faire n'importe quoi sur une zone comme la nôtre. Donc voilà un petit peu l'essentiel. Alors je ne sais pas où on en est de notre affaire. Voilà. Il y a une réflexion qui est portée. Et donc, dans le dispositif, le comité de projet Cœur de Ville pour la ville de Cognac, l'EPF est bien évidemment partie intégrante et primordiale dans la réflexion qui est la nôtre. Et moi, je tiens à saluer ici l'ensemble des équipes. Et tu en es maintenant la présidente. Mais,
Moi, je sais la chance qu'on a eue à la ville de Cognac d'avoir le travail mené par l'équipe à l'époque de l'EPF Poitou-Charentes et aujourd'hui l'équipe EPF de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et pour un maire qui n'a pas les moyens, c'est important. Alors on sait bien qu'à terme, puisqu'il y a des conventions qui sont signées, sur des périodes plus ou moins longues, on sait bien qu'à terme, si on n'a pas trouvé quelque chose pour faire vivre les espaces préemptés, achetés, ça peut revenir dans les finances de la ville avec la difficulté qui peut être la nôtre. Mais jusqu'à présent, on est en train de montrer concrètement que là où on a décidé collectivement d'investir, puisqu'il y a quand même une étude qui est menée technique approfondie par l'EPF, là où on a décidé d'investir, il y a du résultat derrière. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais oui, c'est une chance pour nous qu'il y ait eu un EPF en Poitou-Charentes et qu'aujourd'hui, il se développe en Nouvelle-Aquitaine. C'est tant mieux pour toutes les collectivités qui vont pouvoir en bénéficier. Comme l'a dit Philippe Graal, j'étais membre du conseil d'administration de l'EPF parce que j'étais conseiller régional dans une vie antérieure. Et la crainte qu'il y avait pour des petites villes comme nous ou pour des zones rurales, c'était que ça soit au bénéfice que des grandes villes de Poitou-Charentes. Et l'EPF a montré que non. L'EPF intervient sur des communes de 200 habitants. Quoi. Donc c'est à l'usage et au bénéfice de l'ensemble du territoire, qu'il soit urbain, rural, urbano-rural, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Peut-être, Monsieur le maire, un dernier petit point, c'est sur vos attentes, vous, par rapport au monde économique, pour redynamiser ou juste dynamiser, parce qu'en fait, les rues piétonnes sont déjà extrêmement dynamiques. Il y a des faiblesses, mais qu'est-ce que vous attendriez, vous, d'investisseurs, comme vous avez pu accueillir, par exemple, sur les Chez-Monet, mais pour contribuer à la transformation de Cognac aussi? Mais clairement, aujourd'hui, le besoin, c'est effectivement que le centre-ville, on lui fasse gagner en qualité et en attrait supplémentaire, notamment en direction des clients pour les commerces, mais aussi, si possible, en qualité de service au niveau culturel ou autre, et au niveau du logement. On a un projet aujourd'hui de logement sur le territoire, grâce là aussi à l'investissement de l'EPF. Et puis on va travailler sans doute sur quelque chose qui se fait dans d'autres communes et qu'on avait pris un peu de retard, boutique à laisser, enfin bon, voilà. On a aussi peut-être une implantation d'un cinéma d'arrêt d'essai sur le centre-ville. Voilà. On a des projets, je le redis, sans l'EPF on n'aurait pas pu les porter. Alors qu'on a une économie qui est florissante, il ne faut pas se le cacher, le cognac ne s'est jamais si bien porté. Les maisons de cognac investissent à nouveau dans la ville, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps, en faisant des espaces culturels, en donnant des circuits de visite de meilleure qualité. Et puis aussi, on a eu la chance d'avoir des investisseurs pour un hôtel de luxe 5 étoiles, des investisseurs étrangers, azerbaïdjanais, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et qui contribue là aussi à amener une population nouvelle qui est porteur de pouvoir d'achat et qui, j'espère, va trouver des commerces qui répondent à leurs attentes dans le centre-ville de Cognac. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, comme on a eu quelques chamboulements d'agenda et d'ordre, puisqu'en dehors de Xavier de Bonnefond qui était retenu à Matignon aujourd'hui, monsieur le premier adjoint du maire de Limoges est encore coincé dans les embouteillages, j'aurai un peu de retard. Monsieur Bordenave, je vous proposerai de prendre la parole ensuite parce que vous êtes un des nouveaux élus qui avait fait appel à l'EPF dans le centre-ville. Vous êtes premier adjoint au maire de Bergerac en charge de l'urbanisme et vice-président au niveau de la communauté d'agglo du Bergeracois. Qu'est-ce que vous avez demandé à l'EPF? Comment vous vous situez, par exemple, par rapport à Action Cœur de Ville aussi? Quelle dynamique de projet vous avez lancé? Un témoignage serait utile pour tout le monde. Merci, monsieur Graal. Je ne suis pas tout à fait premier adjoint, mais ce n'est pas grave. Je l'ai été, mais après j'ai laissé ma place comme conseiller municipal. C'est un petit détail. Quand je suis rentré surtout à la communauté d'agglomération,
Bergerac, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, dont 28 000 habitants, c'est un bassin de vie de 100 000 habitants, 40% de ménages sous le seuil de la pauvreté. Je pense qu'on va tous se retrouver sur les mêmes problèmes que décrivait monsieur le maire de Cognac, 37% chômeurs en centre-ville. Et on a même un contrat Aquitaine, le cadet, depuis 2015, donc, pour essayer de voir au niveau économique. Alors, Bergerac, c'est quoi? C'est les problèmes que l'on soulève. C'est les problèmes que vous soulevez certainement tous. Un développement de l'habitat en périurbain, donc au détriment du centre-ville de plus en plus vieillissant et paupérisé. Un taux élevé de familles monoparentales. Un développement excessif du commerce de périphérie. Et un patrimoine par contre urbain de qualité qui a besoin aussi d'une meilleure mise en valeur. Et c'est pour cela que nous avons postulé au même titre que beaucoup de villes, puisque Libourne l'est, je sais qu'Angoulême l'est, et puis Cognac et Limoges. Nous avons donc fait candidature sur l'action Cœur de Ville donc portée par le gouvernement, et nous sommes retenus donc, parmi toutes les communes, au départ avec une inscription avec Périgueux. Maintenant, nous avons chacun notre domaine et nous sommes complètement et surtout, nous avons monté l'action Cœur de Ville avec la communauté d'agglomération, ce qui fait que communauté d'agglomération et ville travaillent ensemble. 3 thèmes choisis: Cœur de Ville vivant, Cœur de Ville attractif, Cœur de Ville mise en valeur. Et dans la partie Cœur de Ville vivant, donc c'est toute la partie habitat. Et là, j'insiste lourdement, parce que j'y crois personnellement et fermement, c'est que dans l'action Cœur de Ville, on parle beaucoup d'action commerciale, on parle beaucoup de commerce centre-ville, et je ne le nie pas, bien sûr, c'est un des gros volets de l'action Cœur de Ville, mais je dis que si on ne résout pas aussi les problèmes d'habitat des centres-villes actuellement, avec les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, donc de paupérisation, et en même temps d'îlots dégradés, où il faut beaucoup travailler beaucoup sur le foncier, on n'y arrivera pas. Pour moi, c'est complémentaire et c'est même peut-être plus important que l'action commerce, parce que le commerce déclinera obligatoirement à partir des problèmes d'habitat. Si on peut changer aussi d'abord le type de logement, le type de logement qui nous sont proposés, et on commence donc à y travailler. Et donc, nous avions un programme au PARU, que beaucoup connaissent aussi dans les villes anciennes, et nous avions le problème de traitement îlot dégradé. Et c'est là que est arrivé le Père Noël pour nous, l'EPF, je le dis, mais avec sérieux et avec un petit peu de malice. Mais depuis le temps que nous attendions, que j'attendais un outil foncier pour nous aider sur tous les problèmes fonciers, puisque toutes les villes sont confrontées à cela. Les problèmes fonciers, c'est... Libourne ne me démentira pas, Cognac non plus, c'est tous les problèmes des collectivités. Et comme le disait le maire de Cognac, c'est aussi des portages fonciers importants, financiers. Et là, donc, nous avons trouvé auprès de l'EPF ce qui nous semble être la bonne solution. 3 conventions signées, dont nous, on est parti un peu plus tard, le 9 janvier 2018. Une générale CAB-Ville et opérationnelle pour 5 projets qui sont... certains sont à l'écran, 7 projets en veille, et un opérationnel, mais ça j'y reviendrai aussi, sur un immeuble, l'ex des Nouvelles Galeries. Et nous travaillons actuellement sur, qui est là, nous travaillons sur une convention dans le cadre des opérations SRU, puisque nous sommes aussi DSU, puis en même temps pénalisés sur le problème des logements sociaux. Donc on est en train de travailler sur une opération SRU, et pour... finir sur la communauté d'agglomération, nous travaillons actuellement sur 3 conventions en commune rurale. Alors on n'est pas du tout dans la même ampleur et importance qu'à la ville, mais c'est important parce que quand on dit aux FLE qu'on va leur traiter le problème de centre-bourg et d'aménagement de centre-bourg sur lequel ils axent leur action, ils étaient très, très, très preneurs. Actuellement, nous travaillons avec l'EPF, et où on en est aujourd'hui, nous étions en janvier, nous sommes à la veille du mois de juin, sur les ex-Nouvelles Galeries. C'est un promoteur périgourdin que l'on trouve, et on trouve cela souvent dans les villes. C'est un monsieur qui a cet immeuble depuis 17 ans, 20 ans, j'en sais rien, je ne sais plus, parce que depuis le temps que je suis à Bergerac, j'entends toujours parler de cet immeuble-là, avec un dénommé monsieur Tellet, qui est sur Périgueux, et qui ne faisait pas, qui bricolait, qui a des autorisations d'urbanisme, mais qui prend son temps, enfin voilà. Donc avec l'EPF, nous avons décidé d'avoir une convention opérationnelle directe sur lui,
et en le menaçant quelque peu d'expropriation si jamais ça n'avançait pas. Et comment pourrions-nous porter une expropriation si on ne le fait pas avec le PF? Nous n'avons pas les moyens à Bergerac d'aller mettre peut-être je ne sais pas combien de millions si jamais on allait à l'expropriation. Mais ça a eu au moins un sens, c'est qu'on sent quand même que ça bouge. Nous avons une visite chez lui le 9 juin pour faire le point. On attend encore. Alors, il a un permis de construire pour un hôtel. Vous parliez d'un hôtel 5 étoiles. Et bien voilà, nous avons aussi un permis de construire pour 60 chambres normalement du type Mercure. Et nous attendons maintenant sur la partie commerciale ce qu'il va nous proposer au niveau des enseignes. Donc, la convention est aujourd'hui opérationnelle. Nous avons actuellement 5 acquisitions amiables. Alors, c'est plutôt sur les îlots dégradés de la ville. Dont nous avons actuellement 5 acquisitions amiables en cours. Nous avons une action aussi sur une barre commerciale qui est située en rive gauche de Bergerac. Nous avons un problème d'action commerciale d'une barre commerciale avec 2 copropriétés et qui est quelque chose que l'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui parce que c'est tellement compliqué. Eh bien là, nous avons une réunion d'ailleurs le 12 juin avec les propriétaires pour essayer de faire avancer les choses. Et nous avons donc ils sont aujourd'hui opérationnels sur 4 îlots sur 5 qui ont été déterminés. Donc pour nous, c'est capital et important. Je dirais qu'en conclusion, nous on porte 2 espoirs. D'abord sur Bergerac et sur le territoire. La ligne, on en parlait tout à l'heure avec Gérard César, le sénateur Gérard César, la ligne Bergerac-Libourne-Bordeaux, ça y est, elle est gagnée, elle est assurée. Mais je peux vous dire que ça a été un combat. Si le maire de Bergerac était là, il vous en parlerait, peut-être lui avec beaucoup de modestie, mais moi je dis que c'est certainement grâce à lui que ça s'est fait. Les financements sont assurés, qu'il a fallu aller chercher un petit peu partout. Mais aujourd'hui, cette ligne qui est vraiment l'axe médian obligatoire du développement de la ville est assurée. Et peut-être qu'un jour, le TER Bergerac-Bordeaux deviendra peut-être le RER de demain. Voilà, on sent qu'il y a une volonté aussi et une approche. Et le deuxième espoir, effectivement, c'est la métropole bordelaise, qui actuellement quand même a quelques soucis. Et on espère que des communes, Libourne, Nanay, Marmande, nous, à 1 heure de Bordeaux, eh bien, nous récupérerons aussi un certain nombre de résidents. Donc moi, en conclusion, je dirais, j'étais 17 ans directeur de service technique à la ville de Bergerac. Je suis aujourd'hui élu depuis 2014. Et je le dis, l'action avec l'EPF est capitale. Pour nous, on rentre enfin dans la partie opérationnelle où on commence à parler des projets qui vont se réaliser. C'est long, ce sont des actions qui peuvent être longues, donc il ne faut pas perdre de temps. Voilà. Merci M. Bordeneuve. Guillaume Guérin vient juste de nous rejoindre. Vous êtes premier adjoint au maire de Limoges. Vous avez été la première commune à faire appel à l'EPF dans les territoires étendus tout de suite après la signature du décret par la ministre du Logement de l'époque, Emmanuelle Cos. Est-ce que vous pouvez juste en 2 mots nous indiquer pourquoi vous avez fait appel aussi rapidement que cela à l'EPF sur cette reconversion? Michel Gorincha, maire de Cognac, va vous passer un Limogeau d'origine qui passe le micro. Un acteur de la vie Limoges. Voilà. Et ensuite, ce que vous nous avez proposé, c'est de revenir un peu sur le projet urbain de la ville, sur le cœur de ville de Limoges, et du coup de profiter aussi de cet échange pour que donc Pascal Madry, qui est directeur de l'Institut de la ville et du commerce, et Thierry Fouez, donc qui est directeur France de Vasned, une foncière immobilière commerciale. L'idée c'est qu'ils prennent la parole à la fin pour indiquer aussi par rapport aux projets qui sont exposés quelles sont les problématiques qu'ils ont eux en tant qu'acteurs économiques. Monsieur le Premier adjoint. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de votre accueil et de votre invitation. Je m'exprime là au nom du maire de Limoges, Émile Roger-Lomberti. Limoges est une ville de la Nouvelle-Aquitaine dorénavant. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel dès que cela a été possible. Nous avions en local une société d'économie mixte qui participait aux aménagements, mais on a considéré que dans le cadre de cette Nouvelle-Aquitaine, l'EPF pouvait être un outil intéressant pour nous pour répondre à un certain nombre de problématiques.
La première d'entre elles qui s'est posée, c'est le réaménagement du site de la clinique du Colombier, puisqu'il y a une préemption sur le site de la clinique du Colombier, qui est un site relativement vaste en plein cœur de ville, sur lequel là on tend bien évidemment la main à tout éventuel promoteur qui voudrait s'intéresser de près ou de loin à ce projet. Et donc c'est la première attache qu'on a eue avec vous à l'EPF. Ensuite, Limoges aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais a été retenu par l'État dans son programme Action Cœur de Ville, où là on place beaucoup d'espoir dans cette action et dans ce qui va se mettre en œuvre dans les prochaines semaines et les prochains mois. En ce qui concerne l'hypercentre de Limoges, il y a depuis quelques années maintenant de gros travaux qui ont été entrepris, d'énormes moyens financiers qui ont été mis. Nous venons de rendre la réhabilitation des façades et le réaménagement des façades obligatoire dans une ville de 140 000 habitants. Ce n'est pas forcément aussi courant que ça en province. On a mis en place une vraie volonté de redynamiser ce centre-ville, notamment sur le plan commercial, où on lutte contre la vacance des locaux commerciaux qui sont vides dans les principales artères du centre-ville. L'intégralité des rues ont été refaites, les 3 artères principales ont été refaites à 100%, et il y a un programme de réhabilitation de l'intégralité des rues piétonnes de ce centre-ville de Limoges. Donc là encore, on tend la main à tous les opérateurs qui peuvent s'intéresser de près ou de loin à cette volonté de redynamisation. Et Limoges est une ville, une ex-ville, un ex-bassin industriel qui est coupé par un fleuve qui s'appelle la Vienne, et le maire tient vraiment à cœur de redynamiser ce secteur autour des berges de la Vienne. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, mais on a quelques points noirs qui subsistent aujourd'hui, sur lesquels on a des conventions qui sont passées et qui vont être passées avec le PF. D'investir dans la nouvelle technologie, et ces investissements aujourd'hui ne sont pas rentables. Donc la plupart des investissements qui sont faits sur la nouvelle technologie par les grands réseaux d'enseignes le sont faits pour le futur. Il y a beaucoup d'enseignes qui cherchent un peu qui se cherchent un peu en termes de business model. Comment peut-on intégrer Internet à son business model de façon rentable? Mais en tout cas, la plupart d'entre elles aujourd'hui perdent de l'argent. Ce qui fait que leur politique d'expansion, leur stratégie d'expansion est beaucoup plus prudente que par le passé. Par le passé, vous étiez une enseigne nationale, vous deviez couvrir des parts de marché, couvrir un territoire avec des points de vente. Aujourd'hui, au risque, encore une fois, d'être un peu synthétique et de résumer à outrance, mais vous pouvez très bien décider de n'ouvrir des points de vente que sur les villes les plus importantes et de construire vos parts de marché via Internet. Donc l'obligation pour croître d'ouvrir des magasins s'est fait moins ressentir que par le passé. Deuxième phénomène, c'est qu'effectivement, je ne parlerai pas de la périphérie, parce que je dirais que le phénomène de la périphérie, il est là, il a été digéré, intégré, et je ne crois pas personnellement que tout stopper en périphérie soit l'alpha et l'oméga de la solution sur les centres-villes. En tout cas, je ferme la parenthèse, je ne vais pas relancer les discussions sur le fameux moratoire, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit la solution. Donc les enseignes, non seulement ouvrent moins, mais également n'hésitent plus à fermer des magasins qui sont devenus non rentables. Alors, des magasins qui étaient rentables deviennent non rentables pour différentes raisons. Ça peut être lié à la ville et à la rue, effectivement, avec un taux de vacances aux alentours qui augmente, et donc une fréquentation de la rue qui baisse, et donc un chiffre d'affaires qui baisse. Donc il y a des explications qui sont locales, mais également des explications qui sont liées, encore une fois, à la montée des ventes sur Internet, qui, bon an, mal an, représente à peu près 15% des ventes globales du retail aujourd'hui en France. Voilà. Donc ça, c'est un petit comment dirais-je, résumé, très résumé même du commerce, pour vous dire que les conséquences, en tout cas les facteurs d'explication de certaines problématiques du commerce dans les centres-villes sont multiples. Donc, elles sont démographiques, elles sont liées aussi au pouvoir d'attraction de plus en plus important des grosses métropoles, mais également elles sont liées à une mutation, je dirais même une révolution du commerce que nous-mêmes essayons de suivre, mais tout ça évolue très très vite. Donc, le challenge, c'est de pouvoir adapter, en tout cas de suivre ces évolutions très rapidement.
ce qui est quelquefois contradictoire avec les autorisations administratives, l'évolution du territoire et autres. Alors, pour essayer de répondre à votre très longue question, et pour essayer de revenir depuis le début, effectivement, le premier critère d'analyse que l'on a lorsqu'on analyse une ville, c'est dans un premier temps, est-ce qu'il y a deux choses qui sont fondamentales, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un, est-ce qu'il y a une réelle volonté, et deux, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une réelle stratégie claire de dynamisation d'un centre-ville? Et quelle est-elle? Puisqu'en fait, sans ces deux paramètres, je dirais, rien ne peut se faire. Donc il faut véritablement réfléchir à comment positionne-t-on commercialement le centre-ville, quelle est la politique d'animation du centre-ville, comment je communique les nouveautés, les animations, par exemple en utilisant les réseaux sociaux. Et une fois que cette ligne stratégique est élaborée, et cette volonté existe, le plus gros challenge, c'est réfléchir aux générateurs de trafic. Donc, pour parler plus concrètement, quelles sont les enseignes? Alors, je parle, effectivement, ça dépend des catégories de villes. Je vais citer des enseignes qui... oui, mais ce qui est très intéressant dans votre exposé, c'est que justement, les mécanismes que vous décrivez sont aussi valables pour le charniscutier qualitatif qui s'installerait dans un centre-bourg, pour un confiseur. Vous voyez, je le crois. Moi, j'en suis convaincu. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, n'hésitez pas même à citer, peu importe la taille de l'enseigne. Ce qui est important, c'est que c'est le mécanisme en soi qui s'applique aussi à des commerces de toute taille, y compris dans des petites villes identiques, parce qu'elles sont accompagnées par des banques qui sont les vôtres aussi, quelque part. Donc, je crois qu'il faut effectivement être très pragmatique. Donc élaborer une grande ligne stratégique, très bien, déjà comprendre ce que l'on peut faire, où on veut le faire, comment on veut le faire. Et ensuite, il faut être très pragmatique, c'est-à-dire se dire, voilà, mon centre-ville est ce qu'il est, quels sont les générateurs de trafic, quel est le positionnement commercial que je veux donner à mon centre-ville, et quelles sont les enseignes qui sont susceptibles d'être intéressées, de venir dans mon centre-ville. Et la deuxième question immédiate, il y en a deux autres, c'est quels sont les mètres carrés, quels sont les endroits, quels sont les emplacements qui conviendraient à ces enseignes. Et la troisième question, et non des moindres, c'est est-ce que les facteurs économiques, est-ce que les conditions économiques me permettent d'accueillir ces enseignes? Donc il y a trois problèmes à régler. Alors, je donne des exemples très concrets, mais moi j'ai été impressionné par ce qui a été fait récemment à Niort, par exemple, où en fait il y a eu une conjonction d'abord il y a une communication en amont des différents acteurs. Et je pense qu'il faut plus vous êtes en amont, mieux c'est. Je pense qu'il y a une SEM qui est intervenue, la ville, bien évidemment, un investisseur privé et les enseignes. Et je pense que ce qui est important, c'est de démarrer sur un périmètre. Vous me parliez des nouvelles galeries tout à l'heure. Un périmètre très précis, ne pas vouloir régler tous les problèmes partout en même temps, parce que c'est très compliqué, mais définir un périmètre très précis, un point de départ sur lequel on va se concentrer et tenter de dynamiser par des nouveaux générateurs de trafic. Et d'identifier en amont quels sont les acteurs. Est-ce qu'il y a un promoteur privé qui rentre et je pense que c'est important, puisqu'il a, lui, les contacts, les enseignes et une vision claire de la sortie. Parce que je pense qu'il va être très pragmatique. Si vous voulez maîtriser du foncier, il faut que ce soit à dessein, il faut que vous ayez déjà la sortie, une vision très claire de la sortie. Et donc les promoteurs privés sont en capacité non seulement d'investir, mais également de maîtriser justement la réalisation et la sortie. Et l'autre problématique, l'autre question que j'ai posée, c'est le bilan économique. Alors, on a beaucoup parlé de maîtrise foncière, c'est la clé, puisque une fois que vous avez défini ce périmètre, cette zone sur laquelle vous voulez agir et démarrer votre plan d'action, et encore faut-il pouvoir le maîtriser. Donc c'est là où effectivement les ressources financières, la préemption et le rôle d'établissement public par rapport à effectivement une commune qui n'a pas forcément les ressources pour mettre en œuvre sa stratégie sont essentiels. Et je pense également que le plus en amont possible, il faut établir une discussion, une relation avec des promoteurs et, le cas échéant, des enseignes, des utilisateurs finaux, pour qu'on ait une vision la plus 360 degrés possible de ce que l'on veut faire et avec qui et comment.
Les facteurs économiques, souvent ce qui est rencontré, c'est une inadéquation entre les prix de vente du foncier, les loyers de marché pratiqués qui sont quelquefois en décalage avec la réalité économique, parce que ce sont des anciens niveaux de loyer, et donc la réalité économique a changé, donc les loyers de marché sont trop élevés par rapport à ce qu'une enseigne serait capable d'absorber, des coûts de construction qui rendent rébarbatifs ou de réhabilitation et des complexités trop importantes qui font que le coût de réhabilitation... bref, on est souvent confronté à un bilan qui ne tourne pas, et un investisseur promoteur et un investisseur qui, lui, va chercher, bien évidemment, parce qu'il va chercher une rentabilité, il va chercher un rendement. Alors, vous m'avez demandé de parler de chiffres. Alors, je vais être grossier, je vais parler de chiffres, mais je vais vous parler du marché, en fait. Simplement, le rendement en commerce recherché, alors il faut savoir que les taux de rendement du commerce sont extrêmement variables selon qu'il s'agisse du centre-ville, d'un emplacement numéro 1, d'un emplacement numéro 2, de la périphérie, d'un gros centre commercial, d'un petit centre commercial, d'un retail park, bref. Mais si je parle du centre-ville, je vais vous donner quelques chiffres qui vous permettent de situer un peu le marché. Le taux de rendement d'une artère numéro 1 à Paris, c'est 3%. Le taux de rendement d'une ville comme Lille ou Bordeaux, c'est 4%. Le taux de rendement attendu d'un investisseur sur une ville comme Nancy, c'est autour de 5%. Donc je décris cela parce que le taux de rendement attendu par un investisseur sur des villes moyennes ou petites, alors, tout dépend de la situation, mais je dirais qu'il sera entre 7 et 12%. Donc, parce qu'il y a une prise de risque, parce qu'il y a évidemment une attente de taux de rendement plus importante par rapport à une ville, entre guillemets, moins risquée, certes plus chère, mais moins risquée et plus résiliente dans le temps. Les enseignes, on parlait par exemple d'une enseigne comme H&M que je citais sur Niort, des enseignes comme H&M disent « Ok, je suis prêt à venir sur une ville moyenne ou une ville plus petite, ça rentre dans ma stratégie d'expansion. Si ça ne rentre pas, elles ne viendront pas. Donc, vous ne forcerez jamais une enseigne à venir si elle n'a pas envie de venir. Mais je veux limiter mon risque. Donc, monsieur le promoteur, je suis prêt à venir, et monsieur le maire, et monsieur le promoteur qui porte la promotion, je suis prêt à venir, mais j'aimerais qu'on applique un loyer purement variable sur mon chiffre d'affaires, donc je ne veux pas de loyer fixe. Et j'aimerais que vous participiez à mes travaux, voire en totalité ou partiellement. Ce qui fait que, globalement, l'enseigne vient, et vous pouvez vous renseigner, c'est un peu les exigences. Alors, je ne veux pas accuser H&M, parce que c'est leur stratégie. Ça constitue une vraie locomotive commerciale pour un centre-ville, donc ils ont un vrai rôle de locomotive, mais je veux simplement souligner que le promoteur investisseur, au-delà du rendement, il faudra aussi qu'il assume effectivement le risque, puisqu'en fait, il investira pour le compte de ses locomotives commerciales et il sera sur un loyer qui sera purement en fonction du chiffre d'affaires de l'enseigne, donc, et qu'il ne maîtrise pas, parce que ce n'est pas lui qui opère le magasin. Voilà. Je décris un peu tous ces mécanismes parce que c'est clairement des mécanismes que l'on rencontre fréquemment. Et donc, comment faire fonctionner l'équation économique ? Parce que même si vous avez une belle stratégie, que vous avez identifié l'îlot où vous voulez travailler, il faut que le bilan économique fonctionne et que vous puissiez attirer justement ces enseignes. Alors, c'est vrai pour H&M, je pense que ça reste vrai également pour un commerçant indépendant, un boucher de qualité. Exactement. Il ne va pas s'implanter s'il n'y a pas une dynamique d'une rue, s'il n'y a pas d'histoire. Il ne va pas s'implanter si les loyers ne rendent son compte d'exploitation je dirais à perte. Et donc je pense que l'analyse d'un commerçant de qualité qui peut constituer un générateur de trafic dans une ville sera la même avec d'autres enjeux, d'autres montants, mais la logique sera la même. Voilà. Et en tout cas, c'est dans ces conditions qu'il pourra rassembler un financement auprès d'une banque pour financer son installation. Pour parler vulgairement, il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne pour tout le monde. Vous savez, nous, on est souvent... je participe à... j'ai le plaisir d'être administrateur de l'Institut pour la ville et le commerce, donc à ce titre, ça va être une juste transition. Ça sera une juste transition, et pardon si je prends trop de temps. Non, il n'y a pas de souci. Mais on est souvent confronté, on est habitué à cela, au fait que le raccourci, c'est ça fonctionne. Alors, le raccourci, c'est ça fonctionne pas, les loyers sont trop hauts, c'est ces affreux propriétaires. Il est vrai qu'il y a des problématiques dans les villes où vous avez des propriétaires individus qui ont les biens de très longue date et qui ne veulent absolument pas ni bouger ni baisser les loyers. Et là, on a justement des situations... On en a vu plusieurs cas. Des cas typiques, vous l'avez évoqué, des situations figées qui font que le seul outil, c'est effectivement de forcer un peu cette maîtrise foncière.
Voilà, je ne sais pas si j'ai Merci répondu à beaucoup. votre longue question, mais en tout cas, décidément, elle vous a plu. Elle n'a plus. Non, merci beaucoup de ce témoignage. Pascal Madry, donc vous êtes directeur de l'Institut de la Ville et du Commerce, qui est une sorte de think tank, de groupe où la réflexion foisonne entre les villes, les élus, les investisseurs, les représentants d'enseignes, les promoteurs également. Est-ce que on va se donner 5-7 minutes, si ça ne vous ennuie pas, pour juste que vous puissiez réagir à tous ces témoignages-là et naturellement indiquer comment se situe l'action foncière dans cette affaire. Et Laurence Rouet, Madame la Présidente, je vous propose ensuite de se tenir à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que vous fassiez ensuite l'échange entre les questions-réponses. Je crois qu'on va terminer à 13h naturellement, donc dans 17 minutes. Monsieur Madry. Merci, je compacte. Donc, je crois qu'on a entendu une belle diversité de situations, de problématiques, de contextes, avec des problématiques d'attraction diversifiées, avec des communes qui avaient par exemple des flux touristiques, d'autres pas, des niveaux de richesse différents, des rayonnements différents. Malgré tout, je pense que l'on peut, derrière cette diversité de situations, repérer un certain nombre d'invariants, en tout cas de conditions préalables à une stratégie de redynamisation de centre-ville. Et je vais rester sur cette problématique centre-ville, centre-bourg. Il y a d'abord des conditions amont, indépendamment de l'opérationnel lui-même, qui relèvent à mon sens d'enjeux d'aménagement du territoire. C'est que tout ce qui vient de vous être décrit ne peut pas fonctionner si d'abord la collectivité n'a pas une vision objective de son potentiel de développement. On a entendu parler d'hôtels 5 étoiles dans 2 communes. Toutes les villes n'auront pas d'hôtels 5 étoiles, bien évidemment. Toutes les villes n'auront pas non plus H&M. C'est une évidence, sauf que les élus ont très peu été conduits à raisonner en termes de mesures de potentiel. Jusqu'à présent, ils ont toujours raisonné en termes d'opportunités, parce qu'il y avait toujours des opérateurs qui étaient prêts à investir sur leur territoire, que ce soit Decathlon, un Lidl, un promoteur avec un centre commercial. On était dans une logique d'abondance qui, de plus en plus, devient une logique de rareté. Et cette rareté, il faut bien l'apprécier, parce que si l'on continue d'être dans la démesure, on va continuer de fabriquer des friches, de la vacance commerciale, etc. Donc d'abord, avoir une bonne vision objective du potentiel de développement. Et vous avez très peu d'outils aujourd'hui pour cette mesure. Il y a très peu d'observatoires du commerce. On en a sur le bureau, on en a sur le logement, de plus en plus sur les entrepôts, les flux. Mais quel élu peut me dire combien il a de commerce dans son centre-ville, combien de surface cela représente, combien de loyers cela représente, combien de chiffre d'affaires cela représente? Ces données, vous en avez besoin pour avoir une vision objective de cette matière sur votre territoire. Ensuite, toujours sur ces considérations générales d'aménagement du territoire, la concurrence. Si vous voulez faire venir des Thierry Fourez et bien d'autres opérateurs, il faut les rassurer sur le long terme, en tout cas sur leur temporalité. Alors le long terme pour un investisseur, c'est 7 ans, 5-7 ans. Donc vous voyez, c'est très court à l'horizon d'une ville, mais il faut le rassurer sur 7 ans. Et qu'est-ce qui peut le rassurer, lui? Eh bien, l'environnement commercial, concurrentiel, celui-ci doit être stabilisé. Vous avez là un graphique qui vous montre le poids du commerce des centres-villes dans une agglomération. C'est une mécanique très fragile aujourd'hui, les centres-villes. C'est moins de 20% du chiffre d'affaires généré dans une agglomération. Autant dire que c'est un pôle totalement marginal par rapport en particulier à la périphérie qui, en général, capte 70, voire plus, jusqu'à 80-85% des dépenses des habitants d'un territoire. Donc c'est une mécanique très fragile avec, on va le voir sur le graphique suivant, des taux de vacances élevés. Alors c'est cette courbe-là, ici. On est à 12% de vacances en moyenne dans les villes moyennes de France. Mais dans votre région, on a des villes qui dépassent allègrement les 20, voire les 25%. Et donc voilà, quand vous voulez faire venir un investisseur ou un commerçant dans ces territoires, compte tenu de ces fragilités, il faut pouvoir rassurer sur une maîtrise de l'environnement commercial. Et puis, Thierry Fourez a largement insisté dessus, une stratégie, une doctrine d'intervention. Et M. Bordenave nous a montré que celle-ci devait être articulée aux autres politiques sectorielles, que ce soit le logement, que ce soit la culture, que ce soit le patrimoine. Le commerce doit être de plus en plus réfléchi avec ses autres composantes
d'une politique de développement territorial. J'ajoute aussi la fiscalité. Vous devez aussi indexer votre fiscalité commerciale. Alors derrière, c'est la CVAE, c'est la CFE, c'est la TASCOM, etc., etc. Cette politique fiscale, elle doit aussi s'ajuster en fonction de vos enjeux d'attractivité commerciale. C'est rarement le cas. Alors après, de façon plus opérationnelle, et en étant très rapide, le temps m'est compté, donc nous avons vu différentes opérations. Celles-ci doivent aussi être pensées dans le temps de l'opération, de ce que j'oserais appeler le cycle de vie d'une opération. L'établissement public foncier est un Père Noël, mais c'est un Père Noël qui ne viendra pas que le 25 décembre. Son action doit vous permettre d'inscrire dans le temps long vos opérations de revitalisation. Alors, au départ, on l'a dit, une volonté politique très forte, parce qu'il va falloir parfois exproprier, en tout cas il va falloir perturber le jeu local de la propriété, et donc il faut une volonté politique très forte. Si le politique n'est pas là, ces opérations ne peuvent pas fonctionner. Une maîtrise foncière, et on a bien vu ce matin que c'était une clé fondamentale pour engager les opérations. Et les EPF aujourd'hui jouent un rôle de béquillage, j'oserais dire, indispensable pour la sortie de ces opérations. Ça continue après. Une fois que l'opération est sortie, celle-ci doit être viable aussi. Et on est là non plus sur des questions de maîtrise foncière, mais de portage immobilier, ce qui suppose des sociétés immobilières ad hoc, avec bien souvent d'ailleurs, là encore, de l'investissement public. Et puis, à ce stade aussi, une réflexion fine sur la programmation commerciale des opérations. Je ne vais pas citer des cas de ville, mais on en trouve ici en Nouvelle-Aquitaine, qui ont investi plusieurs millions d'euros dans leur centre-ville, dans la requalification urbaine de leur centre-ville, avec maintenant de très beaux espaces publics, de très beaux équipements publics, de très beaux rez-de-chaussée, mais qui ne trouvent pas preneur parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion amont sur la programmation commerciale. Donc maîtrise foncière, oui, portage immobilier ensuite, et gestion immobilière. Les activités que vous allez installer dans ces opérations sont fragiles. Fragiles parce que, encore une fois, compte tenu de ce contexte-là, et je trouve qu'aujourd'hui, il manque des outils aux élus pour permettre aux commerçants, notamment, qui vont venir occuper ces opérations, eh bien, de connaître une montée en croissance, une montée en puissance progressive, et avec un accompagnement notamment sur les loyers. Alors peut-être que la région, dans son schéma de développement économique, pourrait mettre en place des fonds de garantie spécifiques. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, je pense, mais y compris donc au niveau local pour pérenniser l'installation de vos activités. Et puis, si jamais ces opérations doivent être cédées au privé, Thierry Fourez nous a très bien expliqué la difficile équation de sortie de ces opérations. Vous avez des investisseurs qui souhaitent se couvrir du risque et qui demandent des taux de rentabilité élevés, alors que vous êtes sur des opérations extrêmement coûteuses et avec des loyers plutôt faibles. Donc vous avez des bilans d'aménagement qui ont du mal à s'ajuster avec des bilans d'investisseurs, des bilans de promoteurs, investisseurs. Et c'est encore là où un établissement public peut tout à fait jouer son rôle d'intermédiaire. Pour finir, quelques freins. Je dois être à 6 minutes là. Pour finir, allez, 2 minutes, non, c'est juste pour qu'on garde un peu de temps pour les questions, sachant que de toute façon après il y aura un petit cocktail à côté, donc on pourra continuer sur les questions. Alors, mais c'est juste comme certains interlocuteurs doivent partir à 13h. 3 freins qui pourraient être levés et en tout cas qui pourraient aider à fluidifier ce cycle de vie des opérations. La question des beaux tout immeubles, je les cite simplement et pour pouvoir mieux les évoquer peut-être dans un dialogue ensuite. La question des beaux tout immeubles et des étages condamnés, des rez-de-chaussée condamnés. Je l'ai dit, l'accompagnement des commerçants avec, sur les aspects de loyer, mais aussi une formation des commerçants pour mieux travailler de manière collégiale, de manière partenariale. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives en matière de boutiques à l'essai, mais qui ne sensibilisent pas assez les commerçants à une prise en compte de leur environnement global et une implication qui déborde leur seule vitrine. Et puis je vais m'arrêter là. De toute façon, voilà, c'était une première table ronde, c'était l'occasion de défricher encore une fois. Ces sujets fonciers sont très longs, donc ce sera aussi l'occasion régulièrement de pouvoir avoir des échanges dans différentes enceintes. Mais Présidente, peut-être sur les questions ou un mot de conclusion. Oui, est-ce qu'il y a des questions
qui émergent. Je peux te donner le micro. Sur le fonctionnement de l'EPF ou sur les questions plus larges, hein, évidemment, que l'on a abordées, où on voit que l'EPF, c'est évidemment pas l'alpha et l'oméga, hein, mais c'est un acteur supplémentaire, effectivement, dans cette stratégie et dans cette vision qu'une commune peut avoir. Et encore une fois, c'est vrai que c'est important d'insister parce que là, il se trouve qu'on a eu beaucoup de témoignages également de communes qui ont été sélectionnées, hein, qui sont lauréates de l'appel Cœur de Ville. C'est probablement pas un hasard. Hein, ce sont des communes aussi qui se sont lancées dans ce travail-là et dans ces stratégies-là. Mais vraiment avoir à l'esprit l'idée que l'EPF est là pour toutes les collectivités. Hein, même celles qui ne sont pas retenues dans le cœur de ville. D'ailleurs, on avait déjà déterminé au niveau du conseil d'administration que celles qui ne seraient pas retenues, qui auraient candidaté, qui ne seraient pas retenues, on les accompagnerait aussi de façon particulière, on l'a prévu. Et puis aussi à toutes les communes qui ne sont pas dans cette situation-là, parce que ce sont plutôt des villes-centres d'agglomération en général finalement qui ont été retenues. Mais on est là, et ça a été important de le souligner aussi, pour des communes qui sont de taille très modeste, et pour lesquels, ne serait-ce que le projet d'installation d'un boucher ou d'un charcutier va aider. Et avec cette question d'avoir des visions stratégiques et d'apporter des solutions parfois que les collectivités n'ont pas toutes seules, et notamment la question, moi j'entends, c'est extrêmement important, du logement au-dessus du commerce par exemple, ou de la réflexion qu'on peut avoir sur un îlot. Des fois on pourrait être en capacité finalement d'intervenir et d'installer quelqu'un au rez-de-chaussée, trouver un bail commercial et faire des conditions favorables, mais comment se passe le logement au-dessus? Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire l'acquisition de l'immeuble ou du bâtiment d'à côté, ce qui permettra de repenser les espaces? Si on travaille la question de l'habitat, du logement, offrir un habitat, un logement qui soit moderne, qui soit attractif y compris pour des jeunes couples, pour des enfants. Quand on parle de revitalisation, ça compte aussi. On sait qu'on a un certain nombre de maires qui pensent par exemple à leurs écoles, hein, et évidemment, et à leur vitalité aussi démographique. Comment on peut penser et avoir une stratégie foncière qui permet de regarder les choses d'un point de vue d'un îlot, et peut-être faire l'acquisition du bâtiment d'à côté qui permettra de restructurer les espaces. C'est en ça aussi que l'établissement public foncier, c'est un levier. Et ça fonctionne pour une toute petite commune comme pour une grande, hein, et même avec la métropole, on réfléchit finalement à des restructurations sur des îlots complets qui sont assez larges et qui sont en situation mixte, bien entendu, quoi. Bien, bon écoutez, s'il n'y a pas de question, madame. Une question. Blandine Sarrazin, je suis adjointe à la ville du Barp, 5500 habitants. Vous avez parlé beaucoup de réhabilitation en fait, de logements. Est-ce que vous intervenez aussi sur des friches où tout est à construire? Alors du coup, on est en Gironde, dans un territoire au sud du bassin d'Arcachon. Écoutez, oui, puisqu'on travaille un peu sur une problématique similaire à Marcheprime, pas très loin, donc reconversion de friche. L'exemple de la reconversion de la friche hospitalière de Cognac en est un par exemple de tout à l'heure. De toute façon, sur la question foncière, il est extrêmement important de aussi se positionner sur ce qu'on appelle les dents creuses en centre-ville, et aussi sur les friches. Et sur la question des friches commerciales qui viendra et qui vient déjà, et que ce soit en centre-ville et en périphérie, puisqu'on voit que le taux de vacances des commerces de périphérie devient finalement lui aussi alarmant, et vous l'avez dit qu'on est dans une mutation globale. Donc oui, c'est tout l'intérêt et tout l'apport de l'EPF d'être en capacité d'intervention sur des dents creuses, sur des friches, et peut-être travailler déjà à requalifier l'existant. Et là aussi, c'est pour ça qu'il y a un apport technique intéressant, parce que c'est pas toujours ce qui est le plus facile. C'est parfois plus facile d'imaginer qu'on va construire et faire de l'étalement par ailleurs, parce que la question de la reconquête de l'existant, elle est plus technique, elle est plus compliquée. Mais là, typiquement, l'EPF peut apporter une solution, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on peut se mettre le plus possible en amont et venir en accompagnement, en expertise, ne serait-ce que donner un avis en amont, c'est peut-être pour stratégiquement se dire, bon, mais la première vision comme ça qu'ont les élus, c'est d'investir là, c'est peut-être pas le bon endroit. Il y a peut-être ailleurs différemment, et puis il faut pas avoir peur aussi d'aborder de front la question des prix,
la question des évaluations, la question de l'idée que les gens se font de leur propre patrimoine quand ils veulent le céder. Il faut, je crois que c'est aussi le trait d'union commun à toutes les expériences qu'on a eues, c'est ce principe de réalité aussi. Et l'EPF, c'est aussi une capacité à accompagner les élus sur ce principe de réalité, et vous avez raison de le souligner. Il nous reste 3 minutes pour terminer. Comme il nous reste 3 minutes pour terminer la table ronde, parce qu'on doit impérativement les libérer à 13h. Madame, vous aviez une dernière question, puis après Christian Bordelin. Oui, bonjour, Monique Bappel, service urbanisme à Biganos. Ça va être redondant peut-être un peu. Vous avez beaucoup parlé d'accompagnement et d'aide. Est-ce qu'elle va jusqu'au juridique, c'est-à-dire des propriétaires, marche prime entre autres, qui ont des prétentions exorbitantes? Est-ce que la collectivité peut avoir cet apport quand elle n'a pas en interne l'ingénierie? Bien sûr, typiquement la capacité de négociation c'est une chose, mais la question juridique, c'est-à-dire pouvoir déployer et accompagner une commune sur tous les outils juridiques qui sont ceux de la maîtrise foncière et de la négociation ou non, avec notamment le droit de préemption, et cette capacité aussi parfois techniquement à faire ce travail que les collectivités ne peuvent pas forcément faire, d'aller chercher qui sont les propriétaires quand on est dans des situations d'indivision, quand on est dans des situations de propriétaires qui n'habitent pas la commune et qui s'en fichent de savoir ce que devient leur patrimoine. Ils peuvent le laisser péricliter, c'est pas grave, on a même du mal à les contacter, à savoir qui c'est. Là aussi, typiquement, évidemment, l'EPF, s'il est mandaté par la collectivité, fera ce travail-là. Ouais. Oui, je voulais revenir et revenir aux propos de M. Fourez et puis de M. Madry. On est d'accord sur le diagnostic commercial. On a tous fait des diagnostics commerciaux. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a modifiées dans notre stratégie. Un, effectivement, Internet, demain, c'est capital. Ceux qui n'ont pas compris ça, de toute façon, demain, ils fermeront, c'est clair. Deux, le resserrer le cœur marchand, on y est. Voilà, on a pris, nous, une disposition. Effectivement, le cœur marchand va se resserrer. Mais comment peut-on aller après sur la vous parlez de réflexion sur la stratégie commerciale, comment peut-on aller plus loin pour cette réflexion par rapport aux enseignes? Moi, le fameux promoteur des nouvelles galeries nous amuse avec H&M depuis 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, pas vrai. Voilà. Comment nous, après, on n'a pas cette connaissance et cette fonction-là. Donc, est-ce que là, on peut avoir aussi... quel est le conseil qu'on peut avoir? Je peux répondre très vite. Vous avez raison. Je parlais de promoteurs, investisseurs privés. C'est important, effectivement, alors c'est peut-être pas le cas chez vous, mais d'identifier un promoteur investisseur qui soit bien connecté au commerce, qui ait les contacts directs avec les enseignes. Parce qu'effectivement, le monde des enseignes est assez circonscrit, relativement fermé. C'est un certain nombre d'individus, responsables immobiliers des enseignes. Vous avez la clé. Si vous avez la clé, vous pouvez vérifier rapidement en amont si oui ou non elles sont intéressées. Si vous n'avez pas la clé de ce monde, vous pouvez effectivement perdre beaucoup de temps et rêver sans que les enseignes ne daignent regarder le dossier. Donc, deuxièmement, pour vous répondre concrètement, il y a effectivement un certain nombre de conseils extérieurs. Alors, je dis bien un certain nombre, partout, pas tous. Attention aux gens qui vous vont promettre la lune et qui en fait n'ont pas les contacts, mais il y a un certain nombre de, on va les appeler commercialisateurs, des conseillers qui ont des clés sur ce domaine des enseignes et qui peuvent, sans que ce soit les promoteurs directement, mais qui peuvent conseiller et les promoteurs et les villes de façon efficace, je dis bien de façon efficace, qu'il y en a beaucoup encore une fois qui disent connaître mais qui ne connaissent pas, sur oui ou non cette telle ou telle enseigne viendra sur votre ville, et si elle vient, quelles sont les conditions requises. Donc ce sont effectivement des clés qu'il faut avoir, sinon on risque effectivement de perdre beaucoup de temps et d'avoir des espoirs déçus. Dernière intervention de Guillaume Guérin avant votre conclusion, Présidente. Une question à M. Fourez, une précision sur ce que vous avez dit dans votre propos de départ, qui moi m'intéresse, parce que vous dites que la périphérie n'est pas en soi le seul mot des centres-villes. Si on regarde le diaporama que vous avez fait passer, on est à 13% de diffus, 17% en centre-ville et 70% en périphérie. Le maire de la ville de Limoges et moi-même,
nous, on reste convaincus que la périphérie nous fait un tort considérable sur le commerce de centre-ville, parce qu'on a quand même des zones en entrée de ville, notamment au nord, qui, pour moi, sont la première cause de l'affaiblissement du centre-ville. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Très rapidement, effectivement, donc je ne nie pas que la périphérie a un impact sur les centres-villes, bien évidemment. Et je pense que ce que je voulais simplement dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on bloque tout, je parlais nationalement, toutes les autorisations de mètres carrés commerciaux en périphérie, que les centres-villes vont de façon naturelle renaître de leurs cendres. Donc il faut un vrai plan d'action sur les centres-villes. Et avant de créer des mètres carrés commerciaux, de nouveaux mètres carrés commerciaux en périphérie, il faut se poser la question des zones existantes. C'est vous qui l'évoquiez, c'est y a-t-il des zones existantes à restructurer? Et dans la plupart des entrées de ville, beaucoup de villes, il y a des centres commerciaux, des zones de périphérie d'entrée de ville à restructurer avant d'autoriser des mètres carrés commerciaux. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que, je ne nie pas le rôle du développement de la périphérie qui a joué sur le centre-ville, ce n'est pas le seul facteur. Oui, la périphérie est prédominante aujourd'hui, mais elle est là. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de sa modernisation avant de créer de nouveaux mètres carrés. Il y a des territoires où il y a du sens de créer des mètres carrés, il y a des territoires où ça n'a aucun sens et c'est même du suicide. Et aujourd'hui, si je regarde les foncières amies qui sont spécialisées dans les centres commerciaux, elles sont d'abord sur des projets de redesign et d'extension, de modernisation de leurs équipements existants, plutôt que sur une volonté de créer des mètres carrés à tout prix, puisqu'on dans la plupart des territoires, on arrive à des situations quand même effectivement de densité assez importante. Une grande ancienne vient d'annoncer de faire la fermeture, par exemple, de 270 magasins, dont simplement une cinquantaine qui sera reprise en France. Tout à fait. Et une tendance lourde, assez massive. Absolument. Et la périphérie n'est pas épargnée, pour terminer. Et je dirais que la notion de complémentarité et de stratégie globale, justement, entre le centre-ville et la périphérie est essentielle. Il est inutile de déployer de l'argent et de l'énergie sur la dynamisation d'un centre-ville si vous autorisez une opération de retail park à 2 km du centre-ville. Vous perdez votre temps. Juste Pascal Madry, vous voulez compléter 1 minute et après on conclut et je vous propose qu'on finisse l'échange à 20 mètres là, sur le stand de l'EPF. Alors, très court. Oui, les centres-villes, la périphérie est en train de rejoindre les centres-villes en termes de problématiques de redynamisation commerciale. Pour la première fois, l'an passé, le taux de vacances dans les centres commerciaux et les lotissements commerciaux de périphérie a dépassé celui des centres-villes. Et notre intuition, c'est que les centres-villes ne sont que le premier marqueur d'une crise de saturation commerciale des territoires, et qu'elle apparaît maintenant avec un petit peu de retard dans les périphéries, mais que finalement les deux pôles sont touchés de la même manière et appellent donc des approches globales et non pas seulement géographiques, centre-ville contre périphérie, pour pouvoir traiter la question à la bonne échelle. Présidente, un mot de conclusion et puis... Merci. En disant juste que, et pour le coup je vais partager mon inquiétude d'élu local, c'est que justement ces stratégies de reconquête un peu en périphérie, il faut bien qu'elles se fassent en discussion avec les maires. Quand on parle de stratégie, il faut qu'il y ait un dialogue dans les deux sens. J'ai parfois peur que ces grands groupes se disent ce qui est en train de se dévitaliser, je vais le revitaliser avec d'autres possibilités de développement. Je pense aux loisirs, je pense à la santé, je pense à on va remplir nos cases vides en accueillant, et c'est là où on peut rejoindre tous les sujets qui sont ceux des centres-villes et que tous les maires partagent, la problématique de l'accessibilité par exemple, et le fait qu'on a aussi par exemple des professions de santé qui, pour être accessibles et pour pouvoir accueillir leurs patients, finalement peuvent aussi être intéressés par la périphérie. Et moi c'est ça qui m'inquiète, c'est le devenir d'une façon de revitaliser la périphérie et travailler sur l'existant en périphérie, mais avec des choses qui vont continuer à dévitaliser les centres-villes, les activités de loisirs potentiellement, c'est pas facile de les faire venir en centre-ville. À Libourne on essaye, on y arrive, mais c'est quand même pas simple. Et puis les professionnels de santé, c'est-à-dire ces générateurs de flux dont vous parliez tout à l'heure, il faut qu'on ait cette vigilance là aussi. Vous avez raison, ils ont souvent besoin d'autorisation malgré tout, donc là vous avez...
on en revient au démarrage à la volonté politique forte. Voilà. Mais écoutez, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à glisser sur le stand de l'EPF. Et je remercie ces messieurs, tous ces messieurs. On avait invité les dames présidentes, mais elles ont toutes décliné, elles avaient des engagements, malheureusement. Là aussi, on a un peu de travail à venir.